Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la typicité de ce lien d'âme, dit que je nomme moi couple universel, de ce que d'autres appellent flamme jumelle, ce lien paranormal à haut potentiel, comme je le nomme. Cette difficulté à le mettre et l'intégrer dans la vie de nos sociétés occidentales, d'arriver à établir et à l'intégrer, à le vivre avec toutes ces notions extrêmement puissantes, remuantes, j'allais dire presque du domaine de l'intangible, mais qui sont tellement présentes que c'en est très déroutant pour la plupart des personnes, si ce n'est pour la totalité des personnes qui expérimentent ce lien et qui ressentent des difficultés avec des zones de friction, des capacités et des difficultés à l'intégrer dans la réalité de la vie. En d'autres termes, les personnes souvent qui viennent consulter suite à la rencontre avec cet autre si spécial, si puissant, qui génère autant de révolutions internes, d'ouverture de canaux sensoriels, de capacité de perception d'un certain nombre d'informations, que c'est à se demander si je ne suis pas folle ou je ne suis pas fou. C'est souvent ce que les personnes, surtout lors d'une première consultation, quand elles n'en ont jamais parlé parce que jamais eu l'occasion, voyant que quelque chose dans ce lien était tellement d'une autre dimension, non explicable par un cerveau formaté sur une science très cartésienne qui explique et qui établit les fondamentaux de ce que c'est qu'une relation, les modes opératoires de type des relations humaines, ainsi que de comment fonctionne un couple, comment doit fonctionner un couple, comment je suis censée me comporter en société, en relation avec d'autres personnes. Donc, j'avais envie aujourd'hui d'aborder ce sujet parce que c'est quelque chose qui perturbe beaucoup de personnes. C'est comment expliquer ce lien de façon constructive, sous-entendu de façon cartésienne. Comment je peux justifier de ce que je vis? Alors sous-entendu à mon entourage, pouvoir discuter et échanger avec l'autre et puis avec les gens qui m'entourent et qui me sont proches et qui me sont chers de ce que je suis en train de vivre. C'est là toute la difficulté parce qu'effectivement ce lien, il y a quelque chose de l'ordre du paranormal qui n'est pas entendu par tout le monde et notamment pourquoi? Eh bien parce que déjà dans une première fait établi, c'est qu'il n'est pas expérimenté par tout le monde. Et deuxièmement, c'est les personnes qui l'expérimentent sont tellement perturbées par toute cette notion qu'on pourrait qualifier de ressenti de l'ordre de l'intangible, qui ne trouvent pas explication au travers de la science, comme qui est un petit peu la base de fonctionnement pour être intégrée de nos sociétés occidentales, eh bien, les personnes sont complètement perdues par rapport à ça. Alors, la science cartésienne qui dit que les ovnis n'existent pas, alors qu'il y a, au travers de certaines recherches officielles, institutionnelles, mais encore peut-être probablement trop confidentielles, ont amené la preuve que de la vie au-delà de la Terre, donc une vie extraterrestre, existait. Alors que cette science cartésienne qui dit que les ovnis n'existent pas et qui se base sur la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, alors que Darwin lui-même avait bien spécifié que ce n'était que de la théorie et que rien n'était fondé, donc
tout ce qui est basé sur la théorie, et la science part de projections théoriques pour établir tout et une grande partie de ses fondamentaux. Et donc cette science cartésienne qui se base sur la théorie de l'évolution pour appréhender les êtres vivants, le vivant et l'humain, à l'heure de mettre en œuvre les réponses face à des problématiques collectives rencontrées, ne peut et ne sera jamais capable d'expliquer beaucoup de choses et entre autres ce lien. Alors parmi les outils scientifiques qui ont déjà été développés et qui servent à fonctionner dans nos sociétés, parmi ces outils scientifiques dont les applications vont aider à établir dans la sphère émotionnelle, psychique et spirituelle des pathologies sous-jacentes ou des dysfonctionnements. Ces outils scientifiques sont la psychologie, la psychiatrie, les neurosciences. Ça amène des confirmations effectivement de dysfonctionnements psychiques ou d'éventuelles pathologies. Ça a le mérite d'amener ça, ces connaissances issues de toutes ces études depuis de nombreuses années, qui est quand même assez récent, au travers des sociétés occidentales, ont le mérite d'amener un certain nombre d'explications concernant certains comportements et certains fonctionnements psychiques, comme par exemple l'obsession, la dépendance affective, les TOC, les psychoses, les névroses, tout ce qui sont des troubles névrotiques ou les troubles et l'ensemble des troubles, a le mérite de pouvoir, lorsqu'il y a un problème, un déséquilibre, d'identifier, de poser un diagnostic. Et l'ensemble de ces dysfonctionnements ont été répertoriés par l'ensemble des professionnels spécialisés des troubles mentaux et psychiatriques, et ce qui a donné lieu à une édition produite par l'Association américaine de psychiatrie qui fait foi dans beaucoup de pays occidentaux auprès des professionnels de santé psychique et mentale au DSM. Le DSM, aujourd'hui nous en sommes à l'édition numéro 5, donc qui régulièrement rajoute des informations de diagnostic, éventuellement de solutions à apporter pour rééquilibrer ces troubles. Le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et psychiatriques, qui répertorie effectivement toutes ces maladies ou ces troubles répertoriés. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un certain nombre de symptômes qui pourraient être identifiants ou identificateurs de dysfonctionnement auprès d'individus. Pourquoi? Pour pouvoir du coup amener une solution à ces problématiques. Et les solutions, elles sont de l'ordre des deux grands axes, c'est-à-dire par la parole, par laisser la personne s'exprimer au travers de ses ressentis, mais qui reste dans l'état d'éveil, dans une fréquence cérébrale qui favorise l'application cérébrale de la pensée analytique, qui elle est très projective et conceptuelle, donc rarement factuelle. Et la solution va être médicamenteuse, c'est-à-dire toute cette pharmacopée qui va de façon chimique opérer un blocage de connexion neuronale susceptible ou identifié par la science comme étant génératrice de captation de certains signaux, donc qui vont bloquer les connexions neuronales qui favorisent une extrasensibilité à tout un tas de signaux qui peuvent amener à gêner la personne ou générer en elle un comportement qui ne serait pas accueilli, identifié comme
adaptés à nos sociétés. Et donc, c'est là où joue le rôle des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres ou de thérapeutes qui utilisent d'autres techniques, vont jouer un grand rôle qui va être d'écouter, d'accueillir des personnes qui vont ressentir un mal-être en particulier. Et leur rôle va être de les écouter sans jugement et de pouvoir identifier dans un premier temps si la personne est en souffrance ou pas. Et c'est là où on observe que les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, toute personne habilitée à écouter, dont la profession est là pour accueillir la personne, va vraiment, dans un premier temps, en l'écoutant, avoir pour objectif d'identifier s'il y a quelque chose de l'ordre d'une souffrance derrière. Et bien souvent, ces personnes, ces professionnels, vont être à l'écoute de tout un tas de ressentis de la personne qui vont être de l'ordre du paranormal, c'est-à-dire de ce qui ne peut pas et qui ne trouve pas ou qui n'a pas encore trouvé explication par la science. Et c'est un rôle qui est très important parce qu'à ce moment-là, ça donne la possibilité d'entrevoir, quand on est à ce poste-là, une dimension autre que ce que la science très cartésienne, très matérialiste de nos sociétés occidentales nous a présenté comme réel. Il y a autre chose qui se passe à un autre niveau, de l'ordre de l'intangible, de l'ordre de ce qu'on pourrait identifier comme spirituel, émotionnel, de l'ordre de ces intelligences-là qui font partie du bouquet d'intelligence dont chaque individu est doté. Et donc le rôle de ces professionnels-là est fondamental parce que, et on observe en Occident que on se rapproche de plus en plus, et Jung l'avait très bien expliqué, on se rapproche de plus en plus de l'ordre d'énergie et de capacité au travers de certaines intelligences de capter des informations qui ne sont pas encore manifestées dans la matière ou qui ne le sont pas dans l'environnement proche de la personne. Et pour autant, il y a une capacité de percevoir ces informations. Donc ça se développe de plus en plus en Occident et je vous inviterai, si ça vous intéresse, à lire et à aller écouter des personnes comme Stéphane Alix qui, au travers de son association INRE, a développé en tant que journaliste, et ce, de façon très personnelle aussi au travers de nombreux écrits, où il s'est rendu compte, alors même qu'il n'était pas propice, ou en tout cas il n'avait pas évolué dans un terrain propice à la perception du paranormal, a voulu étudier le sujet et s'est rendu compte de l'existence concrète de ces phénomènes et de cette capacité de perception et a voulu développer beaucoup plus de recherches au travers d'échanges, de conférences, de sujets, d'études écrits et de témoignages, notamment de professionnels de santé. Vous pouvez aller aussi écouter et lire les ouvrages de Greg Braden, ce que la science, nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous. La conférence sur la divine matrice, la physique quantique de plus en plus explique aujourd'hui, au travers de ces acteurs actuels, l'explication de toutes ces sensations, de ces perceptions et de la réalité à d'autres dimensions de ce qui peut exister. Le docteur Dispenza, qui diffuse au travers de l'activité spirituelle et cérébrale une capacité de se maintenir en vibration, de reprogrammer un certain nombre de choses. Nassim Haramein, physicien quantique. Et il y en a d'autres encore, le physicien et scientifique Philippe Guillemont,
qui écrit et qui communique beaucoup au travers sur le sujet de la conscience, hein, de quelque chose que nous ne pouvons pas forcément percevoir dans la matière, qui n'est pas encore manifesté dans la matière, mais qui que nous sommes en capacité de percevoir. Donc, on voit que d'un côté, il y a un mode opératoire, une société basée sur des critères de fonctionnement très matérialistes et cartésiens, qui amènent un certain nombre d'explications, et que quelque part la pente est très sablonneuse et très savonneuse pour pouvoir, au travers des professionnels de santé psychique et émotionnelle, de se rapprocher de plus en plus vers une autre réalité qui est beaucoup plus qui tient beaucoup plus la route. Et c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est au travers de cette grille de lecture-là que vous aurez, on va dire, si tant est que vous ayez besoin d'en avoir une confirmation de ce que vous vivez au travers de ce lien. Et notamment, les expériences et le savoir développés et cumulés au travers des individus et des acteurs de cultures qui ont gardé une reliance au vivant, comme certaines cultures à des endroits du globe terrestre qui ont gardé cette connexion au vivant au travers des chamans, des hommes et des femmes médecines, au travers des oracles, des individus qui sont en capacité de se connecter à tous les éléments du vivant et de la nature, savaient déjà comment fonctionnait tout cela. Et encore une fois, Jung a été le premier occidental à développer, à ressentir et à développer au travers de la grille de lecture et de la civilisation occidentale une explication sur ce qui existait déjà et qui est au travers du subconscient capté avec sa sémantique, avec la sémantique occidentale, qui explique en fait l'énergie qui est latente au travers d'une banque de données mémorielles que chaque individu, au travers de son ADN et donc ARN, contient en lui, dans le génome. Et ce savoir, chaque individu, en tout cas en ce qui vous concerne, vous l'avez encodé en vous. Donc lorsque vous allez chercher une explication à l'extérieur, au travers d'explications des différents troubles qui peut y avoir, et que vous pouvez penser que vous êtes victime de ces troubles alors que vous avez rencontré votre autre, que vous êtes dans l'expérimentation de ce lien, eh bien c'est pas tout à fait, ça vous donnera pas une bonne explication. Et ça peut vous emmener du coup à dans une voie sans issue qui pourrait vous amener à la conclusion que ce lien est quelque chose de toxique, que ce lien est une relation dysfonctionnelle, puisque ça amène en moi un comportement qui est jugé par la nomenclature officielle des troubles mentaux et psychiatriques comme étant ou de l'obsession ou de la dépendance affective ou des troubles variés mais identifiés comme étant symptomatiques d'un dysfonctionnement psychique et émotionnel. Et par exemple, eh bien, les chamans, les hommes, les femmes médecines ont une explication, par exemple, de la schizophrénie. Quand un individu est identifié schizophrène dans nos sociétés occidentales, eh bien, pour un chaman, il s'agit d'un individu qui a des capacités extrasensorielles très développées, ultra sensibles, qui donc, en ce sens, peut
capter des informations que la majorité des individus ne captent pas ou ne captent plus et génère un comportement, des paroles qui ne rentrent pas dans le cadre établi du mode opératoire de bon comportement dans une société. Donc, pour eux, quelqu'un qui va être identifié comme schizophrène aura dans un collectif, une tribu, un village, au sein d'un collectif humain, un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il a forcément ses capacités, si elles sont manifestées au sein d'un groupe d'individus, c'est parce que quelque part ça peut bénéficier à un certain nombre de choses pour le collectif. La capacité de capter des informations que d'autres ne captent pas, avant que cela n'arrive, par exemple, ou de sentir que le niveau vibratoire n'est pas correct, n'est pas assez harmonisé dans un lieu de vie, etc., etc. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'aller et de valider un comportement individuel qui pourrait mettre en danger la vie de la personne ou celle des autres. Donc, encore une fois, vous voyez comment la grille de lecture scientifique peut amener des informations pour être bien sûr qu'il ne s'agit pas, par exemple, dans le cas d'une obsession, d'un individu qui est focalisé de façon injustifiée sur une personne, à surveiller et à se sentir constamment ses faits et gestes et à se sentir concerné alors qu'il y a très peu de relations et de contacts entre elles. Il ne s'agit pas de valider non plus certaines névroses, certaines psychoses qui peut générer chez certains individus une insensibilité telle à certaines réactions émotionnelles de personnes qu'il est à ce moment-là en incapacité de pouvoir être sensible, de pouvoir ressentir une empathie quant à la souffrance des personnes autour de lui ou d'elle, bien entendu. Donc aujourd'hui, ce que je souhaitais vous donner à ressentir, c'est comment des grilles de lecture sont et partent sur des bases différentes, peuvent être intéressantes pour arriver à décrypter et à identifier un dysfonctionnement de façon à ne faire en sorte qu'il ne s'intensifie pas et que ça génère quelque chose de très involutif à la fois pour l'individu lui-même mais aussi pour l'entourage, sans non plus tomber complètement sur une explication cartésienne de tout dans votre vie. Parce qu'à ce moment-là, si vous rentrez dans cette grille de lecture-là en totalité, donc une grille de lecture complètement scientifique, et je vous rappelle que même la science est basée sur des théories, c'est-à-dire qu'il y a un nombre incalculable de sujets qui ont été développés jusqu'à amener un mode opératoire, dicter un mode opératoire, un mode de fonctionnement, à la fois individuel et de groupe, censés apporter la solution, qui sont basés sur des théories purement conceptuelles. Or, ce qu'il est intéressant et important d'intégrer dans ces études, c'est la notion factuelle. C'est ce qu'on appelle l'empirisme. Et c'est ce qu'ont gardé ces cultures, on va dire, plus millénaires, ancestrales, qui ont gardé la connexion à l'environnement, au vivant, donc on pourrait dire cette dimension spirituelle, donc des cultures beaucoup plus spirituelles. Et notamment, on observe qu'on y revient de plus en plus, c'est-à-dire que même au travers de la science occidentale, il y a de plus en plus de professionnels expérimentés dans leur métier, dans un domaine d'expertise particulier, et qui, dans le domaine psychologique, émotionnel, psychique, ouvrent et se sentent de plus en plus aller vers ressentent une cohérence dans
ces savoirs ancestraux et millénaires. Notamment, il y a beaucoup de psychiatres qui se rendent compte que la réponse pour soulager la souffrance ne peut se faire que pas uniquement par la parole, qui donc sollicite l'application de pensées analytiques qui tournent en boucle, ni par les médicaments qui vont du coup bloquer, comme une camisole chimique finalement, certains réseaux. Comme ça au moins, eh bien, comme l'individu n'y sera plus sensible, eh bien, il ne sera plus en souffrance. Oui, mais ça peut l'empêcher de capter des informations qu'il a besoin de capter. Et donc ces psychiatres-là, ou ces professionnels, on va dire conventionnels et conventionnés, selon la science occidentale, pour certains, ont trouvé la solution au travers de pratiques spirituelles, comme l'hypnose par exemple, qui est une technique millénaire, pratiquée par les chamans, les hommes médecines. Il n'y a pas que cette technique qui est pratiquée par ces expérienceurs-là, c'est-à-dire ces individus-là, au sein de ces sociétés millénaires et ancestrales. Donc de plus en plus en Occident, on observe une ouverture de la science à tout ce champ-là. Et c'est très bien, parce qu'en fait, et je vous le rappelle, vous ne trouverez pas d'explication sans sentir une zone de friction en vous et qui pourrait vous amener une forme de dissociation de ce lien. C'est-à-dire ce lien d'âme est de l'ordre du paranormal, de l'intangible. Ce lien d'âme, pourquoi il perturbe? Et c'est là où justement c'est aussi important d'être bien vigilant quand on en parle, et je suis bien placée pour le savoir, de détecter s'il ne s'agit pas d'autre chose qu'il se passe, qu'il se produit pour la personne. Parce que dans l'expérimentation de ce lien d'âme, il se passe beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans le cadre du comportement et du bien-être admis par la société occidentale. Il peut y avoir d'autres sociétés aussi orientales qui sont, comme on dit, mais sous ça ce ne sont que des mots, très occidentalisés, d'accord ? C'est-à-dire qui vont fonctionner selon un cadre légiféré de ce qui convient, de ce qui ne convient pas, etc., qui se sont déconnectés de ce savoir et de l'intégration de ces informations qui sont de l'ordre de l'intangible, c'est-à-dire des vibrations, des énergies que l'on peut ressentir au travers des émotions, mais en même temps de cette banque de données d'informations que nous pouvons capter au travers du champ quantique, comme l'identifie la physique quantique, mais qui est en fait correspondant à ce qu'on appelle l'akasha, qui correspond au champ quantique, à la source. C'est-à-dire, il n'y a pas de vide autour de nous. Nous avons accès à cette banque d'informations constamment. Chaque individu contient un certain nombre de mémoires, et ces mémoires sont connectées et se retrouvent dans le cloud. Ce cloud, c'est l'akasha, c'est le champ quantique, ce que d'autres appelleront la source, et nous y avons accès. Donc ça signifie que à partir du moment où vous opérez à l'exploration et aux reprogrammations nécessaires à la banque de données mémorielles que contient votre âme, eh bien automatiquement il y a une répercussion aussi dans le champ quantique, donc dans l'akasha, donc ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif aussi. Et donc, il y a une résonance. Ce que vous faites pour vous a une résonance au niveau collectif. Et donc, dans ce lien d'âme, eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Donc, il s'agit de bien identifier que la personne n'est pas en train de confondre, c'est-à-dire qu'on parle tellement beaucoup de ce lien depuis un certain temps, qu'effectivement, certaines personnes pourraient se focaliser, se cristalliser là-dessus, et s'imaginer qu'elles sont dans ce type de lien. Oui, ça peut être possible. Mais dans ce cas-là, le professionnel qu'elle peut être amenée à consulter
normalement doit être en capacité d'identifier par connaissance de tous les troubles psychiques et émotionnels qui puissent exister, répertoriés, d'identifier qu'il ne s'agit pas de cela. Et en même temps, ressentir à l'écoute et à l'attitude de la personne tout le bien-être et les effets positifs qu'elle peut ressentir au travers de certaines expériences. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce lien paranormal qui ne trouve pas toutes ces explications dans la science? Qu'est-ce qui prête à confusion les individus qui le vivent et où on peut sentir cette espèce de balance régulière? Est-ce que je suis fou ou est-ce que je suis folle? Est-ce que je m'invente tout ça puisque ce n'est pas concrètement matérialisé, intangible encore pour certaines choses et qui va tanguer de l'autre côté à expérimenter, à ressentir tellement puissamment que là, mais il n'y a même pas de doute. Alors qu'est-ce qui prête à confusion dans ce lien d'âme et qui fait que on pourrait avoir tendance régulièrement à aller chercher une explication au travers de ces troubles psychologiques, psychiques, émotionnels? C'est le sentiment notamment d'être en confiance et dans une grande joie au contact de l'autre alors même qu'on le connaît ou qu'on la connaît depuis très peu de temps. Quelquefois, il n'y a pas eu de relation sensuelle ou sexuelle. Certaines personnes n'ont pas eu cette relation et cette expérience-là avec l'autre et pour autant ressentent quelques temps après la rencontre une énergie et un état d'être exactement identique que comme si elles venaient de rencontrer un nouveau compagnon, une nouvelle relation importante de cet ordre de je suis en amour, je ressens quelqu'un qui m'a touché au plus profond de mon être alors même qu'on s'est vu 3 ou 4 fois. Et de ressentir par exemple une présence et une persistance de la présence de l'autre constante très peu de temps après la rencontre et ensuite par intervalles réguliers suivant les individus de cette dyade, mais qui durent très longtemps, non-stop. Et qui là peuvent se faire demander, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire, je ne suis pas dans une dépendance affective? Est-ce que je ne suis pas dans le cadre d'une obsession? Parce que je me focalise sur une personne que je connais très peu. Qu'est-ce qui peut aussi amener à sentir que j'ai besoin d'une explication cartésienne et tangible? C'est cette communication complexe qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une attirance magnétique. Malgré une différence quelquefois de valeur et de culture entre les deux individus. C'est-à-dire que sans même parler, on peut beaucoup parler aussi, ça peut être très fluide dans les échanges à certains moments, mais à d'autres, d'un seul coup, ressentir comme un mur avec l'autre et de sentir, mais c'est pas possible, on n'est pas du tout pareil, on n'a pas la même façon de percevoir les choses, de les envisager, de les appréhender, et c'est une réalité. Donc, il y a une attirance magnétique qui me pousse à être et à aller au contact de l'autre, à être en relation avec l'autre, tellement à chaque fois que je suis en relation avec l'autre, en communication ou en présentiel, je ressens quelque chose en moi qui me remplit et qui s'apaise. Mais qu'est-ce qui explique ça? Ne serait-ce pas de l'ordre d'une certaine dépendance? Est-ce que du coup c'est un lien toxique? Est-ce que c'est quelqu'un qui manipule, qui m'attire à elle ou à lui, alors que je n'ai rien finalement de très commun avec cette personne dans les apparences, dans la manifestation humaine
par certains côtés, à certains moments? Est-ce que je ne suis pas envoûtée? Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des histoires, me bercer d'illusions? Donc voilà ces inquiétudes et ces ressentis qui peuvent traverser la personne à certains moments, qui vont la conduire à rechercher des explications très cartésiennes, très scientifiques, au travers de tous les troubles qui puissent exister au niveau de la santé mentale et psychiatrique. Ce besoin de la présence et de l'échange pour sentir cette énergie qui remplit et qui est réelle au contact l'un de l'autre. Comment expliquer ça? Est-ce qu'il y a une science qui étudie ce sujet-là? D'accord? Bien non, il n'y a pas de science qui étudie ça. C'est à vous de développer la confiance en vos ressentis. Il y a toute cette expérience aussi de ressentir les émotions de façon très puissante au travers de ce couple. Et chez l'un et chez l'autre. Les deux. Simplement, dans la connexion aux émotions, ça ne se fait pas tout à fait de la même façon, selon chaque entité de la dyade. En tout cas, la prédominante subconsciente, elle a cette capacité de dissociation qui fait que quand c'est trop intense, elle se met en marge et elle se déconnecte au niveau sensoriel, qui fait qu'elle ressent plus les émotions la traverser. Mais ceci dit, quand elle est connectée au niveau sensoriel, à certains moments, elle ressent de façon très intense ces émotions. De l'autre côté, chez la prédominante consciente, elle est connectée constamment à ses sens. Donc en fait, elle y ressent ses émotions, même si peut-être elle ne les exprime pas de la même façon que la prédominante subconsciente. Mais elle les ressent, c'est très puissant. Et c'est du coup très puissant et très bousculant. Et donc on peut se poser la question de se dire, mais bon sang, c'est pas possible, c'est pas quelque chose que j'ai vécu auparavant, ça dérange tellement, ça me remue tellement, ça me met tellement mal que ça ne peut qu'être de la toxicité. Alors oui, effectivement, il y a des comportements et des manifestations toxiques à un moment donné dans ce lien d'âme. Mais ce n'est pas le lien qui est toxique, c'est ces manifestations et ces comportements toxiques ont pour origine les mémoires à charge émotionnelle négative qui sont contenues dans le génome de chacun, dans le génome commun d'ailleurs. Et ces mémoires sont en lien à la fois avec l'individu, on va dire l'âme, donc karmique, mais sont aussi en lien avec des mémoires retransmises au niveau générationnel et puis des mémoires collectives. Et ce lien est là aussi pour vous donner l'opportunité, quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple, de faire ce pourquoi vous êtes destiné, c'est-à-dire ce qui rentre dans ce que j'appelle moi l'agenda d'âme, ce que d'autres nommeront la mission d'âme, c'est-à-dire de contacter, d'explorer et de reprogrammer la banque de données mémorielles à laquelle vous êtes relié dans toutes ces dimensions-là, à la fois en lien avec votre âme, mais aussi au niveau transgénérationnel et aussi au niveau collectif. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'expérimentation de ce duo, des émetteurs-transmetteurs très puissants, capables du coup, par cette opération et du coup par les nouvelles qualité de mémoire que vous avez, dont vous serez détenteur et détentrice, de par ces opérations-là, vibrant d'une autre énergie. Et c'est ça aussi que vous êtes venu manifester dans votre agenda d'âme. Ça en fait partie. Alors, qu'est-ce qui peut vous inviter aussi à pencher vers la science cartésienne pour expliquer ce qui peut être ressenti au travers de ce duo? C'est tout un tas de synchronicités. Vous expérimentez tout un tas de signes qui vous arrivent extérieurs ou que vous êtes seul à capter, par exemple, quelquefois. Il y a aussi toutes ces situations dans lesquelles vous vous recroisez à un moment donné, systématiquement, sans que ni l'un ni l'autre n'ait cherché par surveillance à
à réaliser en conscience, vous retrouvez, vous recroisez, et quelquefois même plusieurs fois d'affilée en très peu de temps, comme pour vous dire quelque chose, ce qui peut amener justement certains à dire qu'on puisse et qu'on soit à même de vivre ces fameuses foudres karmiques, mais qui sont en fait des synchronicités, dans le sens où Jung les a bien définies, c'est une manifestation du subconscient, c'est-à-dire de la banque de données mémorielle. Votre âme est reliée à cette autre manifestation d'âme, quand vous constituez ce couple universel, ce couple de flammes jumelles. Et donc, constamment, vous êtes attirés. Constamment, vous allez croiser vos chemins, y compris parce qu'il y aura eu du mal à être en présence l'un de l'autre, notamment quand la banque de données mémorielle avec ses mémoires à charge émotionnelle négative commencera à monter, parce que c'est le processus que ça déclenche, et poussera à ressentir un énorme inconfort en présence de l'autre. Vous serez amené effectivement à ne plus être ensemble, à vous séparer. Ça pourra être au motif de discussions houleuses ou d'un seul coup de sentir vous éloigner l'un de l'autre, tellement c'est très inconfortable à un moment donné, mais qui fait que en même temps, vous pouvez ressentir à certains autres moments que si vous décidez que c'en est fini, que ce lien, parce que vous n'y avez pas mis de mots, vous n'avez pas en conscience identifié qu'il s'agit d'un couple universel ou de flammes jumelles, et que vous avez constaté que dans la matière c'était très compliqué de pouvoir eh bien, concrétiser ce duo, le stabiliser, être ensemble, vivre ensemble ou constituer un couple, sans obligation de vivre sous le même toit, il n'y a aucune obligation d'ailleurs, vous dire non mais je passe à autre chose, je coupe parce que ça ne fonctionne pas, ou parce que l'autre est dans le déni total de ce que vous êtes peut-être le premier ou la première à ressentir aussi intensément. Et ça va être inconfortable de ressentir ça quand on le ressent seul par rapport à l'autre. Quand l'autre est encore dans une période qu'on pourrait qualifier d'autruche, c'est-à-dire de faire l'autruche, parce que en elle ou en lui n'ont pas encore été intensifiés tous ces phénomènes non explicables par la science cartésienne, ou tout simplement que comme il ou elle ne sait pas quoi faire avec ça, l'a mis dans une case et en a identifié, par exemple, ça peut être le cas, qu'il s'agit juste d'une attirance sexuelle, d'un plan sexuel, d'un sex friend, comme disent certains. Or, ça n'est pas de cet ordre-là, uniquement de cet ordre-là. Alors bien entendu, c'est là où, en parallèle, l'explication scientifique qui pourrait amener, par exemple, à identifier un symptôme qui pourrait caractériser un dysfonctionnement, par exemple, de nymphomanie ou d'addiction sexuelle à l'acte sexuel, sera intéressante et importante pour être sûr de ne pas confondre une attirance et une suractivité sexuelle qui serait de l'ordre plutôt d'une dépendance. Et de sentir et de vouloir absolument faire passer tout le cadre relationnel par une activité sexuelle, parce que ça génère aussi un certain bien-être dont la personne a besoin et dont elle est dépendante pour pouvoir justement équilibrer au niveau des énergies, au niveau des dysfonctionnalités de la banque de données mémorielle, c'est-à-dire quand il y a une trop grande présence de mémoire négative qui vibre. Il faut bien compenser. D'accord ? Donc tant que ça n'est pas harmonisé, effectivement, il pourrait y avoir des tendances et utiliser les explications et toutes les connaissances répertoriées au travers de la science cartésienne occidentale peut amener
tout simplement aussi la constatation que effectivement il peut y avoir ce problème-là, mais quelque part il y a quand même plus profondément une origine qui a son rôle à jouer et dont il va falloir s'occuper, ou alors tout simplement aussi pour constater par vous-même, en allant explorer, apprendre et développer, identifier tous les symptômes qui seraient inhérents à un diagnostic particulier, donc une pathologie ou un dysfonctionnement particulier, que vous n'y êtes pas. Qu'en fait vous pensiez être dans un trouble obsessionnel, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Ou dans un trouble X ou Y, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Ce qui amène aussi à ressentir dans ce lien une attirance à l'expliquer, trouver une explication cartésienne, scientifique en tout cas, c'est cette communication, c'est cette capacité de ressentir aussi des choses très puissamment de l'ordre de l'intangible en présence de l'autre. C'est-à-dire que autant la communication peut être très compliquée entre les deux. C'est souvent le cas. On parle d'une fluidité de communication, mais c'est plus de l'ordre des énergies et des formes pensées de ce qu'on pourrait identifier comme de la télépathie qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que l'un et l'autre en présence ou même à distance, on peut ressentir les formes pensées et l'état émotionnel de l'autre qui traverse l'autre à distance. Comment expliquer ça? Par la science. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir fou ou folle? Et ça, c'est une réalité dans ce duo, particulièrement par rapport à d'autres personnes, parce que ça peut être le cas avec d'autres personnes. Mais entre ces deux-là, c'est vraiment très puissant, à tel point qu'il n'est impossible de raconter des mensonges. C'est-à-dire que quand l'un ou l'autre exprime quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité de ce qui est ressenti et vibré à l'intérieur, l'autre peut le ressentir. C'est ce qui d'ailleurs peut générer beaucoup de problématiques durant un certain temps, parce qu'on peut ressentir que l'autre n'est pas authentique. Ou dans le cas de la prédominante subconsciente, qui a cette capacité de capter particulièrement toutes ces informations intangibles et vibratoires, donc de l'ordre particulièrement doté et en intelligence, en tout cas particulièrement développée, en intelligence spirituelle, donc de l'ordre de l'intangible, la captation des informations intangibles et intelligence émotionnelle, donc émotion, vibration, énergie. Les individus à prédominante subconsciente dans le duo ont cette capacité de capter toutes ces informations et peuvent même du coup capter un certain nombre de choses, mais tout arrive en même temps et ça peut être confondu, ce qui est la réalité de ce qui a été manifesté ou ce qui va être manifesté, non encore manifesté ou potentiellement qui pourrait se manifester de l'autre, et donc à prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire à se fâcher ou à se sentir contrarié parce que son autre ou l'autre, quelqu'un d'autre lui dit, alors qu'en fait lui perçoit une autre information. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est de bien être dans le discernement, dans la captation des informations, et c'est pour ça qu'il y a toute une mise en œuvre dans l'expérimentation de ce duo, et qui est très individuelle, de revenir à soi pour justement reprogrammer, explorer et reprogrammer les mémoires négatives en positives, parce qu'elles sont une pollution dans les grilles de lecture des intelligences que vous avez déjà, mais qui demandent à être affinées, à être clarifiées. Donc, comment expliquer tout ça? Eh bien, le côté de réassurance que tout individu incarné pourrait avoir tendance à aller voir, ou pas d'ailleurs, pour permettre de continuer à vivre dans ce monde très cartésien, c'est d'aller chercher les réponses dans cet univers-là scientifique, mais vous ne les trouverez pas. Concernant ce duo, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'inexplicable, de l'intangible, de l'ordre
d'une puissante énergie qui se met en place, qui se reconnaît, d'une intelligence, d'une grande valeur, d'une très grande sensibilité. Et pour avoir l'expérience des individus dits à haut potentiel, ou ce que d'autres personnes nomment hypersensibles, ou surdoués, ou zèbres, ou multipotentiels, toutes ces appellations regroupent le même type d'individus qui représentent un petit collectif. Tous les individus ne sont pas au potentiel. Pour vous donner un ordre d'idée, ceux qui sont testés officiellement en France, et tout le monde n'est pas testé, ça représente 2,5% de la population. Moi, je sens qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'il y a toute une population qui n'a jamais été testée, qui ne le sera jamais. Mais ces individus-là, ces hauts potentiels-là, n'ont pas non plus dans leur capacité d'intelligence et leur bouquet d'intelligence et leur niveau dans ces bouquets d'intelligence au-delà de la norme des gens de leur âge, n'ont pas non plus toutes les explications dans le domaine de la science. Il y a un certain nombre d'informations qui a été amené par la science, validé par la science, mais tout ne l'est pas. Et pour autant, on continue d'avancer. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a au travers de toutes ces séances et cette mise en œuvre au travers de cette technique spirituelle que j'utilise pour la thérapie, pour l'accompagnement évolutif des êtres, des âmes, eh bien, il y a tout un tas d'informations qui sont déjà à notre portée et qui, pour l'instant, ne sont pas validées par la science et qui peut-être ne le seront jamais, voire même, ou qu'ils le seront, mais dans plusieurs années. Mais en attendant, il est important d'avancer. Alors, je parle des hauts potentiels parce que moi-même, je ne connaissais pas ce phénomène, je sais pas si on peut appeler ça un phénomène, mais cette réalité de lien d'âme, de couple universel et de flamme jumelle, et pour autant c'est une réalité. Au travers des nombreuses séances que j'ai pu réaliser depuis de nombreuses années maintenant, une expérience de 2500 séances à peu près, de 2 heures, ça fait à peu près 5000 heures de consultation, d'accompagner par l'expérience que j'en ai les individus à haut potentiel ou zèbres ou hypersensibles, et ces individus qui manifestent l'expérience du couple universel, donc ces liens d'âme spécifiques. Il y a pour moi un lien commun. D'une part, pour moi, les personnes qui expérimentent ce couple universel, ce couple de flammes jumelles, ont un profil de haut potentiel, et il y a différents profils dans les hauts potentiels, et que quelque part, il y a plein d'informations que nous avons déjà, mais pour l'instant, on les répertorie, en tout cas moi pour ma part, je les répertorie, et pour l'instant, elles ne sont pas forcément validées par la science, et pour autant, quand on les observe au travers d'individus différents qui ne se connaissent pas et qui expérimentent de nombreuses expériences qui sont du même ordre et qui témoignent de ressentis similaires, même s'il y a des choses qui sont différentes d'une personne à l'autre, effectivement, il est l'heure de se poser la question. Me concernant en tout cas, je ne m'en pose plus et je continue d'observer et d'étudier, parce que c'est passionnant, de voir à quel point ces duos d'âmes et ces âmes, dans leur manifestation individuelle, sont là et sont dans un objectif bien précis, et sont là pour amener leurs capacités, leurs dons et leurs compétences, et pour pouvoir vibrer la banque d'informations dont elles sont détentrices dans ce monde, dans cette période typique, particulière,
qui n'est pas n'importe quelle période, sur Terre en tout cas, dans ce plan d'incarnation. Donc, dans l'agenda d'âme de vos duos, vous avez à explorer, reprogrammer des mémoires, à la fois karmiques, à la fois transgénérationnelles et collectives. Vous avez donc forcément à vous sensibiliser aux vies antérieures ou parallèles, selon comment on considère la ligne du temps. Et ça pourra être au travers de la physique quantique ou de tout autre individu qui a cette appréhension scientifique et d'étude et d'analyse, mais qui y amène une ouverture très ouverte de ces intelligences spirituelles et émotionnelles nécessaires pour pouvoir justement faire descendre la spiritualité dans la matière. Voilà, spiritualiser la matière, c'est toute la dimension de l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons. Donc, vous, si vous sentez résonner au travers de cette vidéo, dans ce que vous expérimentez, sachez que ce couple-là génère des âmes manifestées individuellement dans des corps différents, mais qui ont vraiment un enjeu, une mise en œuvre bien précise et non des moindres pour accompagner une évolution, une mise en œuvre de certaines énergies et de diffuser un certain nombre d'informations dont elles sont détentrices. Et pour cela, il est important qu'elles se libèrent de tout un programme à charge émotionnelle négatif qui n'est plus d'actualité aujourd'hui pour pouvoir justement passer ce cap et qui correspond à ce qui a été vécu par les lignées dans les différents plans d'expérimentation terrestre. Voilà ce qui peut être expérimenté au travers de ce couple particulier.